Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau Libre Journal de la réinformation où il va d'abord être question en ce 17 mars 2025 du Covid. Le Covid 5 ans après et surtout le Covidisme, c'est-à-dire l'espèce de religion sanitaire qui s'est emparée de la France pendant 2 ans. Quelles en furent les manifestations les plus absurdes ou les plus néfastes ? Quelles leçons tirées de cette période et des mesures imposées par l'État, par les industriels de la pharmacie, par le monde hospitalier, par les médias? C'est tout ce à quoi nous répondrons dans un instant. Nous parlerons ensuite du PV de la honte. 1 an et demi après le meurtre de Thomas à Crépol, dans la Drôme, l'enquête patinerait, dit-on. Impossible pour la justice de dire avec certitude ou exactitude qui a donné le coup de couteau mortel, ni pourquoi. Les avocats des racailles parlent d'une bagarre de balles qui dégénère, je cite, et non d'une attaque, je cite toujours, organisée, planifiée, raciste. Une version minimaliste qui est maintenant gravement remise en question par un PV classé dans les notifications de garde à vue qui n'avait pas été exploité et qui relance la piste plus judicieuse, selon moi, du racisme anti-blanc. Plus joyeux ensuite, nous partons au café. Alors pas le café joyeux, mais le petit bistrot, le rad, le troquet, notamment celui de province, voire de la campagne, autour duquel une communauté se retrouve du matin au soir, enfin pas tous et pas tout le temps les mêmes, évidemment du matin au soir, mais où l'on peut venir du matin au soir. Un projet de loi est à l'étude afin de faciliter l'ouverture de nouveaux cafés à la campagne, dans le même esprit pratique. Un autre projet de loi devrait bientôt permettre aux infirmiers de prodiguer plus de soins aux malades, notamment les plus isolés ou les plus éloignés du système hospitalier. Les infirmiers pourraient également établir des diagnostics reconnus et prescrire des ordonnances. Et ces 2 projets, tout à fait positifs pour une fois, pourraient considérablement améliorer la vie des Français ruraux ou isolés. Et on se demande si l'État ne serait pas en train de prendre conscience de ses erreurs passées, une fois n'est pas coutume. Voilà, ça pourra être éventuellement la bonne nouvelle du jour, mais ne soyons pas trop optimistes. À Paris, cette fois-ci, et non plus en province, mais inspiré par les esprits des montagnes et des forêts, nous parlerons du prochain colloque de l'Institut Iliade, qui se tiendra le 5 avril à la Maison de la Chimie, je crois. Tout à fait. Bon, mais le 5 avril, je le savais, Maison de la Chimie, c'est toujours là, donc c'est pas un pari fantastique, mais je n'avais pas vérifié. Au menu, comptoir d'hiver, discussions, retrouvailles, dédicaces de livres, conférences. L'Iliade s'est imposée et a imposé sa marque avec ce rendez-vous qui est désormais incontournable pour toute notre famille de pensée. Donc nous ferons le bilan et nous détaillerons le programme du colloque à venir dans un instant. Enfin, dans Nice Matin, Sarah Knafo, la députée européenne, a annoncé la candidature à la présidentielle d'Éric Zemmour en 2027. Alors, quel espace pour le président de Reconquête ? Est-ce bon pour la droite ? De manière générale, la multiplication des candidatures à droite est-elle un signe de vitalité ou une menace pour la victoire de nos idées ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la joie d'accueillir les lutins de la réinformation avec Richard Dessèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Charles-Henri Deloy, écrivain, Présent. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, Xavier Van Lier, journaliste, et Romain Petitjean, directeur général de l'Institut Iliade. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez envoyer vos messages à l'adresse courriel suivante, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au numéro que vous commencez à connaître, le 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et nous lirons un maximum de messages à l'antenne. On commence tout de suite avec le coronavirus. Covid, donc 5 ans après, les aberrations, l'efficacité, les leçons de l'histoire. Vous vous en souvenez, je crois que absolument tout le monde s'en souvient, le 16 mars 2020, donc il y a 5 ans pratiquement jour pour jour, nous sommes le 17 mars, notre président jupitérien nous annonçait « Nous sommes en guerre ». Mais il ajoutait aussitôt qu'il allait nous protéger, quoi qu'il en coûte. Tout le monde s'en souvient. Alors que l'épidémie de Covid s'amplifiait, Emmanuel Macron annonçait aux Français qu'ils allaient devoir limiter leurs déplacements, mais aussi leurs contacts avec leurs collègues, leurs amis, leurs proches, jusqu'à parfois les supprimer complètement. Et en moins de 48 heures, la France découvrait le confinement et entrait dans la spirale délirante de la politique sanitaire.
Alors, je voudrais commencer par une séquence nostalgie. Est-ce que vous pourriez nous dire, et dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, un peu comme chacun sait ce qu'il faisait quand les tours du 11 septembre ont explosé, où vous étiez et ce que vous avez ressenti lorsqu'on nous a annoncé ce premier confinement? Au moment, j'ai commencé par croire que nous étions dans un film de science-fiction. Je me souviens, c'était un beau printemps, c'est un temps magnifique. Et j'ai cette chance-là, je suis très privilégié parce que j'ai un jardin, donc je pouvais quand même sortir dans mon petit jardin sans que Big Brother, pardon pour l'anglicisme, mais quand c'était affreux, je le dis en anglais, Big Brother me surveille et j'en ai profité pour repeindre la moitié des pièces de ma maison. C'est une saine activité. Voilà, donc je sortais tous les meubles dans le jardin, puis j'en ai profité pour tout bien briquer, etc. Bon, ça, c'est le bon côté. Après, le mauvais côté, c'est que c'était quand même angoissant, parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. On se disait, mais combien de temps ça va durer? Bon, moi, ma chance, c'est que je pouvais faire un peu ce que je voulais, parce que je me faisais des auto-attestations pour aller au comme bureau. Tout le monde. Donc, oui, mais non, enfin, pas tout le monde, justement. Oui. Moi, je pouvais me faire mes attestations patronales pour aller au bureau. Donc, c'est quand même assez avantageux. Et c'était très difficile aussi de se ravitailler en matière alimentaire. Tout le monde avait les cheveux qui poussent. Pour les hommes, c'est embêtant. On ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Moi, ça ne changeait pas. Il y avait des choses comme ça. Bon, non, mais plus sérieusement, c'était angoissant parce que, on ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. On entendait tout et son... Enfin, on va y revenir. Oui, voilà, oui, d'accord. Enfin voilà, j'étais chez moi, j'avais quand même ce privilège de pouvoir profiter de mon jardin. Du jardin et des murs à repeindre. Arthur de Vatrigan. Moi, je me rappelle, c'est le dimanche soir, hein, c'est ça? Le 16, c'était un dimanche. Oui, c'était juste après les élections municipales. Oui, exactement. Et ça donc, j'étais en bon parisien, comme j'ai pas de voiture, j'étais en train d'essayer de louer une voiture. Et nos bons loueurs de voitures avaient fait x4 en prix. Donc j'ai dû payer 800 balles une voiture une journée. Et j'étais en train de calculer le nombre de bouteilles de vin que je devais emporter, et ne sachant pas la durée du confinement. Marché noir. Non, pour moi, c'est pour ma consommation personnelle. Et je me rappelle que le matin, à 6h, il y avait une queue devant le loueur de voiture. Une partie avait réservé et payé la veille une blinde, les autres espéraient payer moins cher, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de voiture, et ça s'est terminé en baston à 7h du matin, parce que personne n'avait dormi, et c'était déjà dans les rumeurs à Saint-Ernoult, ils ont déjà mis des clous pour empêcher les voitures de sortir, ce qui était assez amusant. Mais alors c'est marrant ce que vous disiez sur la peinture, parce qu'en effet on avait le droit d'acheter la peinture, mais on ne pouvait pas acheter des livres, les biens essentiels étaient déjà déterminés, la peinture c'était essentiel, les bouquins non. Mais après c'est quand même le plus beau printemps je crois depuis 50 ans, et si vous avez la chance d'avoir un jardin et un peu d'espace, c'était magnifique. Et je crois que la rédaction de l'Incorrect était la plus grande rédaction du monde de journalistes. Je devais avoir 800 ou 900 journalistes à ce moment-là, étant donné que chacun me demandait une attestation de presse. C'était la plus grande rédaction du monde. Donc voilà. Richard de Sèze. Eh ben, moi, j'ai fait comme tous les Parisiens qui ont une maison à la campagne. Je me suis tiré immédiatement en embarquant ma femme et ma fille. Et ma fille, qui est travailleuse sociale, au bout de 2 jours de retraite, nous a fait honte en nous expliquant que son devoir était d'être auprès des pauvres, et elle est repartie. Et sa mère et moi, nous l'avons laissée partir en pleurant des larmes à moitié amères, parce que voilà, elle partait au combat, et à moitié de joie parce que nous l'avions bien élevée, que ça nous faisait une bouche de moi à nourrir d'ailleurs. Donc, elle était nardier. Xavier Van Lierde. Je fais pas, comme j'avais déjà décidé de me replier en province depuis quelques années, je fais partie des privilégiés de cette époque-là. Nous avions déjà une maison, un jardin, des voisins paysans, enfin tout ce qu'il fallait pour tenir le coup. Donc c'était paradoxalement, moi, le vrai choc Covid, ça n'a pas été le confinement. C'est plutôt vu comme une sorte de parenthèse un peu enchantée. On a pu mesurer que ensuite, en tout cas pour moi, ce que ça signifiait, mais par l'enchaînement des mesures qui devenaient dingos. Mais dans un premier temps, de façon assez inconséquente, je me suis dit juste que c'était l'occasion de rapatrier les enfants à la maison, de jouer un peu comme ça à Vendredi et la vie sauvage, un peu Robinson Crusoe dans notre baraque, avec des rêves de potager qu'on avait déjà commencé par ailleurs. Enfin, on était très bien. Non, le vrai choc pour moi, ça a été le pass sanitaire puis vaccinal. Ça, c'est après, effectivement.
l'entrée dans la dystopie, moi, ça a été à ce moment-là. Voilà, pas le moment du confinement. Romain Petitjean ? Oui, j'étais à l'abri comme beaucoup ici et c'était un moment plutôt agréable. C'était une opportunité en fait, mais aussi avec beaucoup de sidération. On ne savait pas bien à quoi on allait être confronté. Et je me rappelle avoir vu très vite monter un discours qui m'a énervé. On a très vite présenté cette épidémie dite sanitaire comme un problème global et mondial. Et très vite, face à un problème mondial et global, il fallait des solutions mondiales et globales. Et très, très rapidement, il y a ce discours mondialiste sans frontiériste qui s'est imposé dans le discours très rapidement en disant « ça nous concerne tous ». On est passé du pangolin dans une région en Chine à un problème mondial et global. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'on a tous commenté finalement la manœuvre ennemie qui a profité de ce moment historique pour faire avancer ses pions, de toujours plus de globalisation, toujours plus de sans frontières, au lieu de dire tout simplement les frontières nous protègent, une bonne alimentation nous protège, une autre façon de gérer sa santé nous protège. On a été, comme souvent, un peu dans le commentaire négatif de la manœuvre ennemie. Alors, avec quand même une satisfaction assez importante, c'est que l'on a vu qu'on pouvait effectivement bloquer les frontières et même les ramener jusqu'à votre paillasson. Oui, c'est-à-dire que là, on peut. Et que l'état de droit, c'était pas un sujet à ce moment-là aussi. Exactement. C'est plutôt rassurant d'ailleurs. Et vous, président, vous avez fait quoi? Alors, je vous en pose des questions. Oui. Moi, j'étais chez moi et je dois avouer que ça fait partie. J'ai un peu honte de le dire, mais ça fait partie des meilleurs moments de toutes ces dernières années parce que précisément, j'ai une maison, une terrasse et j'avais découvert le jardinage 3 ans avant. Ah. Et donc, autant dire que c'était vraiment parfait. Et j'ai fait comme tout le monde. J'avais la capacité de signer des attestations. Donc, je l'ai fait pour absolument tous ceux qui m'ont demandé. Et un peu comme l'incorrect. Ensuite, on est resté tranquillement à la maison, effectivement, en se signant des auto-attestations de sortie d'1 heure qu'on renouvelait sans cesse. Je me souviens que j'avais un crayon bille avec une gomme et que quand je dépassais l'heure, je gommais... et je recommençais. Alors, je veux dire qu'autant l'annonce du confinement, je l'ai bien vécu, mais alors le côté... ça, c'était délirant. Ouais. Auto-attestation, c'est quand même le moment où on commence à se dire il se passe quelque chose d'un peu malsain dans cette affaire. Ah oui, c'est effectivement, justement, je voulais en venir aux aberrations et l'auto-attestation de sortie, c'est-à-dire on s'auto-autorise à faire une sortie de moins d'1 heure à moins d'1 kilomètre de chez soi ou à aller travailler, effectivement, donc à prendre le train ou l'avion. Ça a commencé à être extrêmement bizarre. C'était des choses... L'auto-attestation, c'est pas on s'auto-autorise, c'est-à-dire que quelque chose qui était une liberté de fait devient quelque chose de conditionnel, et en signant ce papier, ce n'est pas qu'on recouvre l'ensemble de nos droits, c'est qu'on le consent à ce qu'il soit limité. C'est-à-dire que cette auto-attestation ne dit pas « j'ai le droit d'avoir la même chose qu'avant », elle dit « j'accepte que je ne sorte que pour une durée limitée dans un rayon... périmètre limité. Dans un périmètre limité, etc. Donc c'est pas du tout, ça n'a pas du tout le caractère guilleret et grotesque de « je m'autorise à ». C'est « je consens à perdre de la liberté ». C'était marrant de voir comment pousser les gens à faire des choses absurdes faisait partie du contrôle, finalement. Quand on était dans Absurdistan, et c'était presque un ingrédient de ce contrôle total sur la population, et pousser la population à faire des choses absurdes. C'était notamment à créer des trouilles bleues. J'ai eu l'impression d'être dans une grande expérience. Oui. C'était un peu comme l'expérience de Milgram. Je ne sais pas si vous connaissez. On met une blouse blanche et on dit à quelqu'un de faire une expérience sur une autre personne. Et comme il y a une blouse blanche, évidemment, c'est légitime et on fait souffrir la personne, mais avec plein de bons sentiments parce qu'on vous l'a demandé et que c'est une autorité. C'est un peu la même chose. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que les Français que je croyais plutôt râleurs et indisciplinés, ont été d'une docilité, mais vraiment là, je me suis dit, le peuple a changé. Parce que pour l'anecdote, moi j'ai été dénoncé au moment fort où on devait tous porter la muselière. On y viendra peut-être, parce que la muselière font ça, c'est un vrai point important. Voilà, c'était après. C'est pas tout de suite. La muselière, d'abord, c'était effectivement, vous l'avez dit, les attestations. On nous a surtout dit au début que le masque ne servait à rien. En plus. Et que c'était compliqué parce qu'on n'en avait pas assez. Donc déjà, il y avait une incohérence. Bon, alors après, intuitivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, je ne suis pas du genre à obéir à des gens
pour qui je n'ai aucune estime et qui, pour moi, de toute façon, sont des fantoches. Quand on voyait, comment il s'appelait le gars qui, tous les soirs, égrenait les morts. Salomon. Quand on voyait ce type, le soir, qui égrenait le nombre de morts, je dis, il se fout de notre gueule. Il y a 600 morts par jour en France, ce qui est normal. Il ne va pas les égrener tous, quoi. C'était le genre, tu tombes de la tour Montparnasse, en bas, t'es mort. Il est mort de la Covid. Enfin, je veux dire, on sentait quand même l'arnaque. Bon, en partie de ça, je me suis dit, mais c'est un monde absurde. Et puis, effectivement, alors pour en revenir au cas du masque, un jour, j'étais tout seul dans la rue. Je dis bien, il n'y avait pas grand monde, puisque par définition, on n'avait pas le droit de sortir. Bon, j'étais tout seul et je n'avais pas le masque. Il y a un type qui probablement allait faire ses courses avec le masque. Il m'a engueulé, mais comme si, je sais pas, comme si je me prenais avec une machette pour le trucider, quoi. Ça, il n'aurait pas osé. Il aurait couru. Non, mais là, il m'a engueulé en disant et votre masque, c'est pour tout le monde, etc. Ah, moi, ça m'est arrivé d'une rue à l'autre, ça. Oui. Ça m'étonne. C'est-à-dire de trottoir d'en face. Mais il était en face de moi sur le trottoir. Il y avait 7-8 mètres qui nous séparaient. Oui, et alors le gars, je lui dis, bon, comme c'est un peu heureux, je peux toujours courir vers lui, c'est lui qui partira en courant. Non, mais je veux dire... En postillonnant. Un an après, c'était l'année d'après les masques, c'était en 2021, je crois. 20, c'était le confinement, 21, c'était les masques. Ils avaient déjà trouvé les masques. Il y a eu les masques au bout de quelques mois, en fait. Oui, mais ce n'est pas encore obligatoire, totalement. On faisait des confections de masques. Oui, c'est vrai. Les mairies des confections, parce qu'il n'y en avait pas, c'est des masques Made in France qui étaient assez sympathiques. Le problème, c'est que c'était hyper épais, qu'on crevait de chaud, parce qu'on a eu le printemps du siècle. Donc, je me rappelle, il faisait 25 degrés au mois de mars. Je m'en souviens très bien. On était avec un masque, ça transpirait pas très agréable. On n'avait pas faire un masque avec du tissu fleur de lysée. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, je me baladais avec les fleurs de lysée sur le front. C'est pas tous d'un coup. Et ça, j'ai vu la mentalité de certains qui engueulaient les gens qui n'avaient pas de masque, alors qu'il n'y a aucun. Il y a aussi une dénonciation de soirée. Alors voilà, alors après tout c'est une tradition française. Quand je pense qu'on nous a dit qu'il fallait pas être plus de 6 pour Noël. Ça, c'était bien plus tard. C'était vers la fin. Et notamment qu'il fallait mettre mamie dans la cuisine. Après, on reviendra sur les trucs. Parce qu'il y a des trucs atroces. Il y a des choses pas drôles du tout. Oui. Bon, là, à la limite, c'est presque drôle. Moi, j'étais à la messe où une dame patronesse est venue me dire, monsieur, votre masque. Alors qu'on était 12. Étalé sur dans une nef qui faisait, pas aussi grande que Notre-Dame, mais une grande église. On était 12, j'avais 4 ans de fauteuil devant, derrière. Elle est venue me voir en disant, monsieur, votre masque. Je lui dis, je ne le mettrai pas, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police, la commandantour? Arthur de Vatrigan. Oui, on n'avait pas besoin de pousser un peu les Français pour qu'ils fassent des choses folles. Je vous rappelle, dès le premier confinement, il y avait une pénurie de PQ. Oui, je m'en souviens très bien. Et de moutarde aussi. De moutarde. Et ensuite, c'était on laisse les courses sur le palier quelques heures pour pas attraper le virus. Donc déjà, il y avait quand même des réflexes un peu étonnants. Ensuite, sur les Français sont râleurs et rebelles. C'est pourquoi aussi il y a eu un confinement, parce que l'État le sait. La Suède, ils obéissent comme des petits soldats, ils n'ont pas confiné. Les Hollandais, pareil, ils se sont auto-confinés. Oui. Par contre, les sudistes ou les latins, on les confine parce que de toute façon, sinon, ils respectent pas. Donc ça fait partie du jeu aussi. Mais si vous rappelez quand même au début, parce qu'il y a 2 périodes dans la crise sanitaire, il y a la première période et la deuxième. Ouais. La deuxième, c'était vraiment... il y a beaucoup de choses à redire. Sur la première, c'était pas si évident que ça, parce que c'est nos confrères des Échos qui avaient révélé ça en 2021. Ils avaient sorti une superbe enquête pour les 1 an. C'est pourquoi Édouard Philippe et Emmanuel Macron avaient décidé de confiner. Pour une seule raison, parce qu'il y avait une pénurie de curares. Le curare, c'est ce qui permet d'endormir et de faire une ventilation pour intuber. Or, à l'époque, on intubait tout le monde. Donc, on avait consommé 6 mois... intubé, président. Et donc, ils avaient vu les médecins avaient dit on peut opérer sans masque. Par contre, intuber un type qui dort pas, ça s'est jamais vu. Et en même temps, on avait Bergame, on voyait les cercueils qui sortaient de l'hôpital. Donc ils ont dit c'est pas possible, on a plus, et le jour même il n'y en avait plus. Donc il faut qu'on gratte 1 mois, 3 mois, le temps de mettre quelque chose en place, à tel point qu'ils sont allés à Aspen pour récupérer du curare via un milliardaire indien, c'est vous dire le côté mondialiste assez amusant. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont confiné. Et on ne peut pas leur donner tort au départ parce que personne ne savait ce qui se passait. En revanche, le problème, ça commence avec les masques. C'est parce qu'on est en pénurie de masques qu'on commence par un mensonge d'État en disant
le masque sert à rien, alors que c'est juste pas une question de pénurie. Et c'est la même chose pour les ça le problème, c'est la confiance qui progressivement est brisée. Au départ, honnêtement, vous regardez sur le confinement, vous voyez tous les pays, les différents pays, vous regardez la Suède qui s'est auto-confinée, parce que eux, pour le coup, ils sont disciplinés, ce qui fait que c'est un pays très désagréable et un peu chiant. Bon, ils ont eu en excès de mortalité 2 fois plus que la France. L'Angleterre, qui a fait son rebelle en disant je vais pas me confiner, ils ont eu 2 fois plus de morts, ce qui fait que le 24 avril, Johnson a dit bon, on arrête les conneries, on confine. Donc sur toute la première partie, c'était pas évident et il faut se mettre à la place de l'État. Le problème, c'est que nos présidents et nos dirigeants, dire qu'on est impuissant et dire qu'on sait pas, c'est le péché originel, c'est affreux, on est des fiottes. Pardonnez-moi l'expression. Donc surtout, faut mentir. Mais c'est ça le vrai problème. Et le problème, c'est après. C'était pas la première partie. Quoi. Juste sur le PQ, je crois me souvenir que c'était pas une pénurie le papier en France. Toilette. C'était une pénurie dans les magasins. En Australie. Non, dans les magasins, il n'y avait plus en France. C'était une pénurie en Australie et qui, par rebond, s'est installée dans tout l'Occident. Il y a une pénurie de papier toilette en Australie et les gens ont paniqué en France. Il n'y avait pas de pénurie en France. Non, il n'y avait pas de pénurie. Et les gens ont vidé des magasins. Mais ça a été, c'était rarement parce qu'on est dans le petit village global. Juste, c'est aussi parce que les Français ont l'habitude de faire des réserves chaque fois qu'on leur explique qu'il y a une guerre. Entre 70, 14, 18 et 39, 45, quand quelqu'un dit guerre... Et même la guerre du Golfe en 93. Tout de suite, c'est farine, sucre et les biens de première nécessité. Pas de blésimardage. Les rayons d'alcool étaient remplis. Le papier toilette était vide, l'alcool était rempli. Je voulais juste revenir sur la réaction des Français. Ça fait partie des leçons... que je retiens que justement là, il y a eu une fracture, je trouve plutôt inattendue, qui a traversé les classes sociologiques, qui a traversé les âges et qui a traversé les partis politiques. Tous les milieux. Et un petit peu comme s'il y avait une guerre qui se déclenchait, les hiérarchies au civil se réorganisent pendant la guerre et finalement le petit employé se retrouve un super capitaine qui est capable de monter à l'assaut. Et le chef d'entreprise se retrouve un lâche qui fuit la guerre. Et là, on a vu quand même un type d'homme, 2 types d'hommes, celui qui dénonce, celui qui est capable de sacrifier ses enfants ou d'embrasser ses vieux, ses parents avec du cellophane. Donc on a vu une mentalité s'installer chez certains Français, moi, ça a été, d'autres qui ont dit non, je veux rester un humain, je veux rester autonome, libre. Et ça, je trouve plutôt traverser toutes les classes. Pour moi, c'est un curseur d'intelligence. Le gars que j'ai vu tout seul dans sa voiture avec un masque, franchement, celui-là... Ou à la piscine, on en a vu. Ou sur les plages. Xavier Van Leerde. Oui, moi, je suis d'accord avec tout le monde. Ce qui était frappant quand même, c'est cette gestion, et là, ce n'était pas seulement français, mais mondial, c'est vraiment techno-managérial de cette crise, c'est-à-dire une prise de contrôle de cette incertitude pour imposer d'une part un discours idéologique, comme l'a dit Romain Petitjean, et aussi s'imposer comme l'unique solution. Alors là, c'est peut-être un peu de parano, voire de complotisme, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'on était... C'est le moment ou jamais, allez-y. Ayant longtemps travaillé dans le management, et notamment dans la conduite du changement, j'ai eu le sentiment qu'au minimum, un certain nombre de superstructures, je pense à l'Union européenne, à Mme von der Leyen, et à leur suite beaucoup d'européistes, mais aussi de gens travaillant dans les structures d'État, se sont dit on va pouvoir placer nos pions et prendre le contrôle de la société et occuper des places que nous n'avions pas auparavant. Et alors, je prends un exemple. Alors, ça a abouti à un discours unique, à un enrégimentement de la société et à une perte d'intelligence absolument catastrophique. C'est à ce moment-là quand même que le mot complotiste prend une place complètement extraordinaire pour éteindre le débat. C'est-à-dire qu'on dit on devrait excuser ces gens de ne pas avoir su, mais en réalité, ils prétendaient savoir, comme l'a dit Arthur, et ils diabolisaient, ils récusaient toute possibilité de doute. Or, l'intelligence vient souvent du doute, de la discussion, de la polémia, et donc on a découvert. Mais c'est pas complotiste, c'est que c'est la technocratie, c'est le principe technocratique, c'est de dire justement il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie, c'est la technocratie, c'est l'expert. Et Emmanuel Macron, parce qu'il ne sait pas et a voulu affirmer, il a convoqué les experts immédiatement. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on a vu des débats d'experts sur des plateaux télé, et on a découvert que les médecins n'étaient pas d'accord entre eux, ce qui a remis en question
depuis beaucoup de faits scientifiques comme si on en avait besoin aujourd'hui. Mais sauf qu'on a oublié quelque chose, c'est que les débats d'experts ont toujours existé. Dans The Lancet, c'était que ça. Dans les colloques, c'est que ça. Sauf qu'à la télé, on a des postures différentes. Et donc, quand on découvre que des scientifiques ne sont pas d'accord, tout de suite, ça prend des proportions énormes et on dit, en fait, on a essayé de chercher de savoir pour qui bossait avec qui et qui était payé par qui. Alors qu'en fait, c'est juste quelque chose de normal. Les scientifiques, jusqu'à ce qu'on dise que la Terre est ronde et que c'est prouvé, les scientifiques débattent. Sauf que là, ils débattaient aux yeux des Français. Alors, il peut y avoir un arbitraire. Absolument pas le même souvenir. Xavier, je vous laisse conclure sur ce point. Ensuite, on donne la parole à Charles-Henri. Je n'ai pas les mêmes souvenirs qu'Arthur. Je trouve qu'il y avait extrêmement peu de débats sur les plateaux et qu'assez rapidement, ceux qui n'approuvaient pas le discours dit officiel étaient dénoncés comme complotistes. J'aurais trouvé très sain qu'il y ait des débats. Moi, une des choses qui m'a le plus frappé, c'est qu'on a vu un enregimentement que je trouve... le cas le plus frappant, c'est celui des médecins, notamment des médecins libéraux qui essayaient de soigner, de trouver, dans une période où quand même on ne savait pas comment soigner cette maladie, puisqu'on est au début. Et tous les médecins qui essayaient de mettre en place des protocoles, qui testaient des possibilités, ont été dénoncés comme des monstres, comme des gens dangereux, incompétents, non soucieux de la santé des gens, etc. Dans un second temps, etc. Et donc, il y a eu une sorte de calcification de la pensée et d'enregimentement qui, à mon sens, révèle quelque chose d'un déclin de l'Occident et d'un rejet en Occident de ses propres valeurs et de ses propres capacités à réfléchir collectivement et à dégager une intelligence collective au profit d'une technocratie qui s'empare d'une vérité officielle et l'impose à tout le monde. Alors, je pense que vous leur prêtez trop d'intelligence, parce que pour bien les connaître en les côtoyant tous les jours, entre le machiavélisme ou la bêtise et le laisser-aller, c'est à 90% la bêtise et le laisser-aller. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant la première période, ils ont été extrêmement peureux parce qu'ils avaient tous en mémoire l'affaire du sang contaminé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, plus dans le doute, autant en faire trop que pas assez, parce qu'on nous reprochera forcément de ne pas en avoir fait assez s'il y a trop de morts, mais on ne nous reprochera pas d'en avoir fait trop. Le H1N1, c'est une logique. C'était surtout le H1N1 où sur les Roselyne Bachelot n'avait pas acheté assez. Donc tout ça c'était. Alors tout ça c'était. Vous blaisimardez là, vous blaisimardez. Tout ça c'était, je pense, en fond de sauce, si je puis dire. Et alors il y a cet aspect-là, mais là où je rejoins Xavier sur le complotisme, c'est que ça nous a habitués à être surveillés de près. Et ça, c'est la deuxième phase, par le pass sanitaire. C'est-à-dire que ça commence à se banaliser. On parle toujours de pass sanitaire, pass pour les JO, pass pour les riverains, etc., etc. Et ça, je trouve ça très dangereux parce que ça nous habitue à accepter, comme Xavier le disait, qu'on se limite et on nous limite. Alors, qu'on s'auto-limite sa liberté, après tout, chacun a le droit de s'enfermer chez soi. En revanche, qu'on nous oblige comme ça, et qu'on doit dire amen du fait qu'on puisse plus marcher tranquillement dans la rue, aller où on veut, quand je pense qu'on a mis des procès-verbaux à des gens sur des plages. Sur des plages, dans des forêts, sur des plages ou dans des forêts quand ils étaient seuls. En fait. Certains maires ont désinfecté la plage. Non mais là c'est de la connerie à l'état. C'est le maire de Cannes. Plage dynamique, on ne devait pas rester statique. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça aussi. Des pauvres gens qui étaient assis sur le sable, il leur a dit vous bougez. C'est la plage dynamique. Je vais faire un peu l'avocat du diable si vous le permettez. Il y a un discours officiel, je suis d'accord. Mais il y a aussi un contre-discours officiel. Parce que moi je me rappelle de débats. Et j'ai vu, alors peut-être qu'on ne regardait pas les mêmes chaînes de télévision que moi. C'est vrai que je regardais plus CNews à l'époque que BFM. Il y avait des débats. Et je me rappelle et il ne faut pas oublier aussi que beaucoup en ont profité pour se créer une carrière politique ou se relancer une carrière politique. La première personnalité publique qui a demandé des masques pour tout le monde et un confinement, est-ce que vous vous rappelez? Philippot. Philippot. Voilà. On oublie ça. Je me rappelle du professeur Raoult. Professeur Raoult, si vous voulez, je peux vous dire, il a dit tout et son contraire. C'est le Michel Onfray de la médecine. Non, mais au bout d'un moment, il faut juste aussi dire. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, qui
s'épanouit plus que jamais dans les crises. Il a découvert dès qu'il y avait une crise, ça l'excitait plus que jamais depuis les Gilets jaunes. Et il a une tendance, comme beaucoup d'hommes, à dire bon, si on peut rendre une population docile, on va la contrôler. C'est quelque chose de naturel. Ok, il y a une grande part de responsabilité. Au tout début, il a dévié, allez au théâtre, faites ce que vous voulez. Mais c'est une grande part de responsabilité. Mais il y a aussi une part de responsabilité en face. La différence, c'est qu'ils sont moins responsables parce qu'ils n'étaient pas en poste. Et le problème moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est par son mensonge et ses mensonges répétés, il a alimenté le complotisme. Mais le complotisme existait, il y a un vrai complotisme. Et je peux vous faire le même, je vous tire une ligne Covid russe, je vais vous la tirer, ce sont les mêmes avec les mêmes arguments, si vous voulez. Et c'est effrayant, c'est que autant chez Macron et dans sa bande européiste avec Van der Leyen et compagnie, ça je suis complètement d'accord, et le discours est très clair, mais autant de l'autre côté, les incohérences volontaires et les mensonges volontaires sont aussi très clairs. Je partage assez cet avis, oui. Richard de Sèze, je crois, voulait intervenir. On laisse parler Richard 2 secondes. Je vais parler vachement plus longtemps. Voilà. Effectivement, le premier confinement, on était tous en train d'apprendre à vivre avec la maladie et avec ce cortège de choses absolument horribles, les corps qui étaient brûlés sans que les familles aient pu les voir, on brûlait la mère qui était morte avec ses vêtements et son alliance et personne n'avait eu le droit de lui dire au revoir. Et il y avait quelque chose qui a tout de suite été détestable, c'est les Pandores. Qui faisait régner un ordre sanitaire en étant heureux de pouvoir embêter jusqu'à la moelle des bourgeois bien tranquilles et dociles, et on se souvient qui n'allaient pas leur lancer de cocktail Molotov, qui ne les insultaient pas et qui venaient voir leur père mourant et qu'on empêchait de franchir le pont de l'île de Ré alors que le type avait son attestation et l'autorisation de la gendarmerie de là où il était parti, et un Pandore a décidé qu'en fait non, même si un autre gendarme l'avait autorisé, lui, enivré de son pouvoir, l'empêchait de passer. Le père est mort et la gendarmerie a été condamnée 1 an et demi après, alors qu'elle avait très généreusement présenté des excuses, et pendant que d'autres crétins étaient en train de nous dire oui, il y avait 2 vieux qui se promenaient, ils avaient 70 ans, et donc ils se sont arrêtés pour dire bonjour à un voisin avec par-dessus une haie, et donc nous les avons sanctionnés, mais nous avons été cléments et miséricordieux, nous n'avons donné qu'un seul PV de 153 €, alors qu'on aurait pu donner un PV à chaque membre, à celui qui était en train de leur dire bonjour dans le jardin, et au malheureux et à sa femme, car en plus ils étaient visiblement victimes d'un hétéropatriarcat totalement nocif et nauséabond. Et là, la manière dont certaines gendarmeries félicitaient à la délation, la manière dont Emmanuel Macron nous a dit j'ai envie d'emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés, la manière dont, en fait, moi, j'ai assisté à une réunion de service où on nous avait emmenés dehors pour boire un café, et comme j'avais pas mon passe vaccinal, les gens ont dressé leur table et j'étais à la limite du café, debout, pendant que mes copains étaient en train de boire un café assis, mais donc j'avais quand même le droit de participer, rejeté et debout à la lisière des gens aimables et civilisés, et donc j'étais là en train de cracher vaguement mes chiffres de budget et mes idées de campagne publicitaire. C'était dantesque. Et là, la manière dont les gens du cercle de la raison étaient en train de vomir le reste de la population en expliquant qu'ils n'avaient pas droit à être soignés, qu'il fallait les priver de leur droit de vote, qu'ils étaient mais vraiment les parias, la tchandala la plus complète. Et 5 ans plus tard, on nous explique, oui, il y a peut-être eu certaines erreurs, mais la 6e vague n'a pas eu lieu. Mais si, quand même, le Covid oui, mais on s'en fout, c'est pas grave. Non, mais là, quand même, on en est à la 7e et à la 8e vague. Oui, mais on va pas en parler, parlons d'autre chose. Et donc, tous les gens qui, avec des chiffres identiques, nous expliquaient que finalement, le Covid n'était plus un problème. Oui. C'est ça qui est absolument stupéfiant. L'époque avait changé, on avait autre chose à se mettre sous la dent, c'était l'Ukraine et le manque de moutarde. Et donc une fois qu'il y a eu l'Ukraine et le manque de moutarde, le Covid, qui continue à faire autant de morts, n'était plus un souci. Les virus continuent à muter peinardo tranquillo, Wuhan continuait à être une passoire. Brusquement, d'ailleurs, on avait le droit d'expliquer le virus était échappé de Wuhan plutôt qu'un pangolin qui avait pété quelque part. Et donc, mais c'était pas grave. Enfin, on avait changé. Il parle pas souvent, mais quand il... Voilà. Merci pour ces 2 secondes. Je vous en prie. Vous reviendrez. Je pardonne l'incompétence. Je pardonne l'incompétence et la bêtise, mais pas la cruauté. Alors ça, je suis d'accord aussi. Il y a des choses qui ont été innommables et inadmissibles. Quand on sait qu'on a laissé des vieillards mourir dans leur chambre, sans visite,
sans un regard, sans toucher, sans voir leurs proches. Oui. Ils sont morts de tristesse. Mais même ces pauvres gens aussi qui n'ont pas pu voir leurs parents morts et rendre un hommage digne. Même dans une guerre, on laisse les proches enterrer leurs morts. Là, on n'avait pas le droit. Moi, je me souviens, parce que je travaillais dans une mairie, où les enterrements se faisaient anonymement comme ça, comme si on devait les enterrer comme des chiens, comme des animaux. Les proches ne pouvaient pas avoir un dernier recueillement devant la dépouille de leurs proches décédés. Enfin, ce qui est une honte, c'est d'avoir accepté que des petits chefs faillons de maisons de retraite puissent faire la police jusqu'à interdire qu'un être humain puisse voir. Quand vous avez 90 ans, vous en foutez de mourir d'une grippe. Enfin, il y a aussi, après je donne la parole à Xavier, mais quelque chose de mensonger sur les chiffres, parce que je connais personnellement des gens, notamment un centenaire, 99 ans. Ouais. Qui est mort simplement, il est mort. Oui, il s'appelle mort. D'abattement. Ça arrive, à 100 ans, ça peut arriver. Et on l'a intégré dans les morts du coronavirus. Mais toucher de l'argent. Les cliniques, les hôpitaux touchaient de l'argent. Et moi, je peux vous dire, parce que j'ai des médecins qui m'ont dit, mais tu sais pourquoi il y a autant de morts du Covid ? C'est simple. Si tu as une mort d'un cancer généralisé, 5 000 €, je crois. Et bien, on le met dans la case Covid. Pourquoi ? Parce qu'on touche du fric. L'hôpital touche du fric. Et tous les morts qui sont soi-disant morts du Covid, c'est faux. Ils sont morts avec la Covid. Oui. C'est pas la même chose. Une fois rentré à l'hosto. Alors, je donne la parole à Xavier, ensuite on lit une série de messages qui s'accumulent dangereusement, les messages d'auditeurs. Le souvenir que j'ai de cette période, je veux me faire comprendre ce que je disais tout à l'heure. Je ne prétends pas qu'il y avait une sorte de vaste complot mondial ourdi par les puissants pour imposer de sombres desseins. En revanche, ça a permis de révéler quelle était l'idéologie latente et l'état d'esprit de ces gens. Et l'état d'esprit de cette technocratie globaliste, mondialiste. Et cet état d'esprit, c'était une fascination pour le contrôle social à la chinoise, ce que j'appelais l'idéologie techno-managériale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin qu'il y ait un complot, c'est leur pente naturelle de vouloir gérer le bétail humain avec ce type d'outils, tout simplement parce que les nouvelles élites sont des élites techno-managériales. On l'a vu en France, la vieille classe politique qui fonctionnait sur des techniques et des idées qui étaient de l'ordre du gouvernement de la cité ont été remplacées par des outils de gouvernance à base technique. Et ces gens-là ont été absolument fascinés dans cette période par les méthodes chinoises de lutte contre le virus, à tel point qu'un rapport du Sénat expliquait que nous étions très en retard et que nous devrions nous inspirer quand même des méthodes chinoises. Et si vous voulez bien, je vais vous lire, c'est un extrait que je vais vous lire qui date d'avant le Covid et qui fait le lien à ce que disait Romain, c'est-à-dire tout de suite expliquer que ce virus devait, vous savez, on est passé de il faut se réindustrialiser, et puis les frontières c'est important, le virus remet en cause la globalisation, à la Terre n'en peut plus, il faut passer à la décroissance, la Terre se venge, le virus c'était l'instrument de la vengeance. C'est vrai que ça c'est je m'ai entendu aussi. La nature, la vengeance de Gaïa. De Gaïa. Et donc, dans une revue très sérieuse qui s'appelle Futurible, qui est la revue du principal groupe de prospective français, de l'école française de prospective, il y avait, en novembre-décembre 2018, donc un an avant cette crise, un article intitulé « Chine, la surveillance au service, tenez-vous bien, de la civilisation écologique ». C'est dans la rubrique qui s'appelle « C'est déjà demain », donc un an. C'est pas pour faire du complotisme, c'est pour dire l'état d'esprit, dans quel état d'esprit il baigne. Et donc, on pouvait lire des choses comme celle-ci. La civilisation écologiste socialiste, annoncée dès 2007 par le gouvernement chinois, était inscrite dans la constitution du pays. Parallèlement, la Chine a mis en place depuis quelques années le plus vaste dispositif de surveillance mondiale des individus. Il repose sur l'installation de caméras de surveillance dans les principaux lieux publics, etc. Mais la Chine a aussi instauré un système de crédit social permettant d'évaluer, de classer le comportement des citoyens en fonction de différents critères, puis d'accorder des avantages à certains et de sanctionner d'autres personnes, par exemple via une interdiction temporaire de déplacement, en train ou en avion. Ainsi, chaque citoyen dispose d'un crédit initial de 1000 points et peut gagner en effectuant des bonnes actions, dont du sang, ou en perdre, par exemple, en cas de condamnation. Les personnes qui comptent le plus de points peuvent notamment bénéficier d'une réduction sur la carte de transport public, etc. Et il y a eu, lors du Covid, malgré tout, quoi qu'on en dise,
une occasion de mettre en place ce type de dispositif dans nos pays, très attachés pourtant initialement aux libertés de parole, de débat et de déplacement, l'irruption d'une autre façon de gérer les crises, les problèmes et de les adresser, comme on dirait. Voilà. Ça serait intéressant un jour de retrouver ce texte et de le diffuser sur notre site internet. Mais c'est pour eux que c'est un... Pour nous, c'est un complot parce que nous sommes ulcérés, mais pour eux, c'est pas un complot. C'est normal. J'ai pas dit complot de moi, je viens de dire sans cesse que c'était pas un complot. Mais oui, c'est ce qu'il vient de dire. C'était l'air du temps. Détendez-vous, Xavier. Détendez-vous, je vais dans votre sens. Comprenez ce que je dis, écoutez-moi jusqu'à la fin. Il est les complotistes. Pour ceux qui pensent que c'est un complot, non, je suis comme vous, je pense que pour eux, c'est la norme, c'est normal, je vais dans votre sens, Xavier. Allez, les auditeurs maintenant, les auditeurs ont la parole. Alors, Alain Dutour a décrit notre République comme la République des petits caporaux, tout à fait ce que dit M. Richard de Sèze. Il est très bien cet auditeur. Très bien, premier. Je suis scandalisé par l'indulgence dont l'équipe fait preuve vis-à-vis du gouvernement pour la période du coronavirus. Ah bah, j'ai pas l'impression. Ouais, ce que ça serait. Moi aussi, j'ai été verbalisé un dimanche matin à l'angle du boulevard Murat et la rue du Général de Lestrin, à quelques mètres du studio de Radio Courtoisie. J'ai gardé dans mes archives les avis des contraventions. Cette affaire m'a coûté un peu plus de 600 €, frais de courrier en accusé de réception inclus, ni pardon, ni oubli. Bravo. M'étant retiré à la campagne durant le Covid, je faisais des balades à vélo en forêt. Dans ce lieu très peu dense et libre de toute surveillance, je croisais des cyclistes complètement formatés et idiots, portant le masque. On dirait du Welbeck. Commerçant dans un traiteur, les autorités ont décidé de fermer le lundi les commerces en fin de semaine. Comme beaucoup, nous avions fait des commandes de marchandises, en particulier fraîches. Et bien entendu, nous avons commencé à préparer les plats. Je crois que la demande de fermer a été ordonnée le samedi. Vous imaginez les gaspillages qui s'en sont suivis, même si nous avons beaucoup donné à nos clients. C'était horrible ça aussi, ce gaspillage monstre. Je trouve surprenant que la plupart des intervenants de cette émission trouvent que la période du confinement ait été le meilleur souvenir de leur vie. Je préfère en rire. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit le meilleur souvenir de notre vie. Mais c'était pas désagréable dans le premier temps. C'est-à-dire objectivement avoir 2 mois de vacances. On a le droit d'être sincère. Je pense que vous êtes tous coupables. Non, mais honnêtement, pour ceux qui avaient la chance d'être à l'extérieur dans un lieu sympathique, vivre 2 ou 3 mois avec sa famille H24, c'est un truc qui n'arrive jamais. Dans une vie, oui, ça n'arrive pas. Donc, pardon, j'ai trouvé ça plutôt bénéfique. Oui, on est sincère. Pourquoi fallait-il avoir la chance d'être dans un endroit sympa pour le vivre? Exactement. J'ai eu vent d'hôteliers qui avaient des clients le dimanche soir et ne pouvaient pas leur servir le petit déjeuner le lundi matin. J'espère que beaucoup ont transgressé la règle. C'est vrai. Moi d'ailleurs, un de mes plaisirs pendant ces confinements, notamment quand il y a eu le pass, c'était de trouver des restaurants clandestins. C'était devenu un sport. Et j'en avais trouvé un Italien très sympathique, dont je ne peux pas révéler le nom, mais c'était très bien. Bonsoir. Pour ma part, ce fut un désastre, car pour mes 70 ans, le 14 avril 2020, tout était organisé, programme et ticket de billets pour un voyage à Assise, organisé par la paroisse Saint-Martin-des-Champs du 13 au 19 avril 2020. Depuis, mon rêve ne s'est pas réalisé. Émission vivante et réconfortante, merci. Bonsoir à tous. Puisque vous êtes à tisonner les souvenirs, je me souviens avoir roulé sur l'autoroute en mai jusqu'à Nîmes pour aller chercher mon fils, avec une autorisation dûment tamponnée au commissariat. Nous étions seuls à rouler, personne devant, personne derrière, personne dans l'autre sens. On se serait cru en Corée du Nord. Hallucinant. Sur ce, je vous quitte pour aller faire mon énième rappel contre le Covid. C'est vrai que quand vous rouliez, on ne pouvait pas faire des transferts de département. Vous passiez d'un département à un autre, l'attestation ne fonctionnait pas. Oui. Je me rappelle de ça. Et donc, est-ce qu'on truandait ou pas? Est-ce qu'on faisait 10 bornes de plus pour dépasser le département? Et à un moment donné, on pouvait se faire des attestations pour aller à la messe. Et j'avais imaginé quelqu'un qui traversait la France en expliquant à chaque fois qu'il allait à la messe d'après, en fait. De demi-heure en demi-heure. Voilà. Je suis non vacciné et même anti-vax. J'ai attrapé le Covid 1 an après le début de la vague en ayant près de moi senti la laine de quelqu'un à environ 50 cm. J'ai contracté le Covid 3 jours plus tard. J'ai pris du gna-gna qui m'a passé le Covid en une semaine. Excellent. Mais non, ben voilà. Non, mais il y a des gens drôles. Voilà. Bon, très bien. On va écouter. Il reprend le crachoir, lui. Allez. Désolé, non, mais c'est un complot. Mais il y a une autre grille d'analyse assez intéressante, je trouve, sur cette période-là. C'est-à-dire que tous les témoignages qu'on a lus, c'était des témoignages où l'État s'en prend à des citoyens honnêtes. Et l'autre, une de ces grilles d'analyse, on a pu
constater à quel point l'État était bien dans l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire extrêmement dur avec les honnêtes citoyens qui prenaient quelques libertés avec ces règles sanitaires souvent absurdes, donc type je me balade en forêt, je n'ai pas mon masque, ou je m'assieds sur la plage plutôt que, vous vous souvenez des plages dynamiques, plutôt que de simplement ambuler. Et là, on était verbalisé à 135 €, pendant que, bien évidemment, la force étatique ne s'en prenait pas aux habituels énergumènes. Ou d'ailleurs, les contrôles étaient plus dans limités. Dans certains quartiers, il n'y avait pas trop de contrôle. Il n'y avait pas vraiment de contrôle. Exactement. Justement, ça fait partie, ça fait partie des leçons. C'est-à-dire qu'on a normalement confiance dans nos institutions politiques, culturelles, économiques. Et les Français ont fait confiance et se sont fait trahir puisque, pour ce principe d'anarcho-tyrannie, on leur tapait dessus. Par contre, dans les leçons qu'on peut retenir, c'est que les centres-villes ont été réoccupés par la racaille immigrée qui, elle, ne respectait absolument pas le confinement. Et il y a des villes comme Bordeaux où elles se sont installées et elles ne sont jamais reparties. Elles ont pris possession des centres-villes que les bons Français avaient désertés. Ça fait partie des leçons, encore un peu de territoire perdu à l'aune de ces mesures iniques. Ah bah ça, j'ignorais effectivement, c'est intéressant. Arthur de Vatrigan. Et quand même l'un des symptômes assez effrayants de toute cette période, c'est qu'on a découvert les ravages de la modernité, l'idée du vieux progrès, quoi, parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on connaissait pas grand-chose et qu'on était assez démunis. Ça, c'est sûr, oui, Sauf que le problème, c'est quand on élimine tout ce qui est éthique, spirituel, pour dire en fait on en a plus besoin, bah, quand on se retrouve dans une situation comme ça, on se retrouve un peu à poil. Et c'est ce qui s'est passé dans les EHPAD. Et c'est ce qui est le plus effrayant, c'est qu'au nom de... comment dire, c'est la vie nue et pas la vie avec toutes ses composantes humaines. C'est-à-dire que pour préserver la vie, on a aboli l'existence. Oui, c'est quand même assez effrayant, mais en justifiant. Et le drame, c'est que dans toute cette période, il ne faut jamais oublier que la majorité était d'accord. Les gouvernants gouvernent avec des sondages. Ah, oui. Donc, s'il y avait 70% des Français qui étaient contre le pass, contre le confinement, contre tout ça, ça n'aura pas duré très très longtemps. Mais il y a qu'à voir avec l'immigration. Tous les Français sont contre. Non, c'est pas la même chose. Ah pardon. Non, parce que pour la peine de mort et compagnie. Mais sauf que là, c'est l'immigration, tous les Français la subissent pas, malheureusement. C'est pourquoi. Non, ils la subissent pas encore. Ça commence. Non, pas tous. Ça va venir. Bah, malheureusement, non. Ils la subissent pas tous. Il y en a qui sont pour. Ceux qui la subissent pas. Non, il y a les remplaces, moi, je connais beaucoup de gens qui se sont la haine de soi est un moteur. Oui, très la haine de soi. Non, parce que si vous vous faites violer et que votre fils fait violer, vous basculez rapidement dans le camp d'en face. Si vous faites casser la gueule ou voler votre portable, vous dites oui, mais contre 3 Mamadou qui vont me livrer ma salle. C'est un autre sujet, mais à la gaieté lyrique, les comédiens continuent de soutenir ceux qui les empêchent de travailler. Pas vraiment là. Autant que la préfecture les déloge parce qu'ils récupèrent l'ambiance. Là, je crois qu'ils commencent à changer d'avis. Ils commencent à changer d'avis. Ils ont mis longtemps. Mais en tout cas, là-dessus, la majorité était pour. Faut pas l'oublier. Par peur. Ah oui, par peur, mais on a fait mourir. Comme pour l'immigration, ils ont peur. Ce qui compte, c'est de vivre. Simplement de vivre. Ils veulent vivre enfermés, ils veulent vivre. Le drame, il est là, en fait. La conséquence, elle est là. Quand vous empêchez. Non, mais de juste de vivre. Vivre pour vivre, ça n'a pas l'intérêt, en fait. Et c'est ce qu'on a dit aux EHPAD. Vous allez vivre pour vivre, tout seul comme des clochards. On fait une perfusion de médicaments. Par contre, la perfusion de relations sociales, qui est le seul bien dont ont besoin nos aînés à la fin de leur vie, on l'élimine. Autrement dit, on les a laissés mourir pour les empêcher d'être malades. C'est ça. C'est pas bête. Ouais. Allez, on écoute. Je vous coupe le sifflet là. On va écouter un petit message et on revient juste après pour parler de Covid et de complot. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, chers auditeurs qui nous soutenaient. On rappelle donc à nos invités de bien mettre leur casque pour écouter ce que nos auditeurs entendent et donc de ne pas blésimarder, c'est-à-dire de ne pas se couper la parole ou parler les uns sur les autres parce que ça fait une cacophonie difficile à écouter. Et on remercie donc une auditrice de Paris qui envoie 200 € et qui nous dit « Veuillez accepter ce chèque qui est ma participation majorée de 50 € par rapport à l'an passé. Faites-en bon usage pour que continue à vivre notre chère radio si précieuse en ces temps obscurs. » Et chère auditrice, merci beaucoup. Et nous essayons d'en faire le meilleur usage possible, précisément en produisant ce genre d'émission. Un auditeur de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, envoie 20 €. Voici mon obol pour aider Radio Courtoisie. J'ai redécouvert cette radio récemment. Continuez à faire rayonner la culture française. Ah chic. Alors,
un enfant prodigue. Un auditeur de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 100 €. Tout mon soutien pour votre entreprise courageuse, de plus en plus écoutée, et mes remerciements particuliers à Madame Collin pour la qualité de son expression. Anne Collin, donc, qui est la secrétaire générale de Radio Courtoisie et historienne de profession. Une auditrice de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines envoie 50 €. Pour que la liberté de parole ne soit pas vaine, recevez ma contribution avec tous mes encouragements pour vos excellentes émissions. Eh ben, merci à vous, chère madame. Merci aussi à cette auditrice du Chesnay dans les Yvelines qui envoie 200 € et qui nous dit tous mes remerciements pour votre radio, en particulier pour les merveilleuses émissions du mardi d'Anne Collin, que nous écoutons toujours avec grand intérêt. Ben, décidément, c'est la soirée d'Anne Collin qu'on salue. Elle s'est cassé le bras. On l'embrasse. Voilà. Un auditeur d'Aradon dans le Morbihan envoie 100 €. Toutes mes félicitations et mes vœux de prospérité et de développement. Eh ben, merci à vous tous. Merci, chers auditeurs, qui nous permettez d'exister, qui nous permettez de vous offrir ces émissions que j'espère vous appréciez. Et un message donc à tous les auditeurs clandestins qui nous écoutent. Ben, je vous en prie, inspirez-vous des auditeurs que vous venez d'entendre, parce que ce sont eux qui nous font vivre. Et encore une fois, nous ne pouvons compter que sur vous, sur votre seul soutien. Nous n'avons personne d'autre pour nous aider, parce qu'évidemment, sinon, on ne pourrait pas dire ce que nous sommes en train de dire. Alors, on va faire encore un petit mot sur... On n'aura pas le temps de traiter tous nos sujets ce soir, parce que est-ce qu'on peut tirer des leçons de la pandémie, de cette espèce de délire donc, qui nous a occupés littéralement, et en même temps, est-ce que nous serions prêts à faire face aujourd'hui à une nouvelle menace de ce type ? Romain Petitjean. L'histoire est ouverte. Il peut y avoir l'assassinat d'un archiduc, il peut y avoir un pangolin qui déclenche une épidémie, il peut y avoir quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que des camps politiques, idéologiques se mettent en place, en œuvre et déroulent finalement leur programme. C'est ce que disait Xavier von Lierd, il n'y a pas de complot. Tout est dit, tout est écrit, simplement ils saisissent des opportunités pour dérouler leur programme. Donc nous avons la responsabilité, quand l'histoire s'ouvre, de dérouler le nôtre, un contre-programme alternatif à celui qu'on veut nous imposer. Pour moi, c'est la grande leçon. On ne peut pas constamment critiquer la manœuvre ennemie, il faut en proposer d'autres. Moi, j'ai découvert le pouvoir des labos. Je ne pensais pas que c'était aussi gigantesque. J'avais les banques et les labos qui nous gouvernent, qui ont un vrai pouvoir. Et l'OMS qui maintenant... on a découvert, les Français ont commencé à s'intéresser à l'OMS, mais on voit quand même que c'est très politique. Alors là, je voudrais faire effectivement une petite parenthèse quand même, parce que ça me semble un point important. On a quand même dégommé des gens qui, à mon avis, n'en méritaient pas tant. Je pense notamment au professeur Raoult, parce que aujourd'hui, maintenant, il est complètement diabolisé. Il est une incarnation du délire, du professeur foldingue et tout. Mais il faut quand même se souvenir qu'au début, il était quand même le directeur d'un des plus grands laboratoires d'épidémiologie à Marseille. Et il était une référence pour le gouvernement. Je me souviens, un livre vient de sortir d'ailleurs de Gérard Davet et L'Homme, où il montre bien à quel point il était une référence absolue des autorités françaises et européennes. Macron est allé le voir. Et du jour au lendemain, on a dit « Ah non, en fait, c'est un taré, il est complètement fou, il est dangereux. » C'est un charlatan. C'est quand même phénoménal la manière dont on a peut-être pu assister justement à une bataille d'influence, parce que l'influence, ça existe aussi. Et on peut discréditer quelqu'un qui a 15 ans d'études, qui a fait beaucoup plus que 15 ans. Non, mais 15 ans d'études, et puis 30 ans d'expérience. Mais en l'espace d'un quart d'heure. On a fait ça à Péronne aussi. Oui, Christian Péronne, qui était le président de la HPHP. Discrédité au dernier degré, et qui a été réhabilité 3 ans après. Quand même. Maintenant, il est totalement réhabilité, donc il avait raison. Tout à fait. On l'a sali, humilié, détruit. Et évidemment, ensuite, on fait un petit procès pour... l'ordre des médecins le réhabilite, mais évidemment, il est beaucoup, beaucoup trop tard. Pour le professeur Raoult, pardon, ça a duré un peu plus longtemps. Il ne s'est pas fait décrédibiliser et décréditer du jour au lendemain. Et l'avantage, c'est quand on ne connaît pas un sujet, on est ouvert à tout. Et moi, je ne connaissais absolument pas ce sujet-là. Je ne suis absolument pas un expert. Et en plus, ce n'est pas un sujet qui me passionne. Mais comme c'est un fait un peu de notre histoire récente, on l'étudie. Et donc on étudie ce qui s'est passé avant et les évolutions. Puis maintenant, avec tous les réseaux sociaux, les vidéos, on retrouve tout.
le professeur Raoult, il s'est auto-flingué aussi. C'est un type qui est affreusement désagréable, qui a été détestable avec tout le monde. Je veux dire, moi, j'ai des amis journalistes qui l'ont interviewé. Radio Courtoisie, il est plutôt sympathique. Des amis journalistes qui l'ont interviewé sur différentes chaînes. Il était d'une prétention en disant, mais avec vos questions débiles, allez apprendre à lire un livre. Le Raoult, il a écrit plus de livres qu'il n'en a lu, quoi. Donc ça me fait comme ça m'amuse. Et surtout, encore une fois, il a tout dit et son contraire. Alors moi, je repérais à la fin ceux qui s'étaient excusés ou ceux qui avaient reconnu s'être trompés. Et je me dis, ceux que je vais écouter maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont... je me rappelle d'un Martin Blachier, je crois, avait viré sa cutie totalement. Non, il n'a pas viré sa cutie, pardon, il dit, je me suis trompé. Un type qui dit, je me suis trompé, ils se sont tous gourés. Il n'y a pas un type qui a dit la vérité. Au départ, c'était l'inconnu qui a avoué s'être trompé alors qu'ils se sont tous gourés. Il n'y a pas un type qui depuis le début a dit ça va se passer comme ça, il va se passer ça. C'est normal, c'était un truc qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est tout. Et il y a des gens qui sont fait dégommer et c'était injuste, et d'autres qui ont cherché à se faire dégommer aussi. Xavier Van Lierde. Il y a effectivement beaucoup de gens qui se sont trompés, qui ont varié, qui ont participé à des débats, qui ont étudié les données sur la durée, mais il n'y a néanmoins qu'un camp, celui de l'État et du système globalement, qui a prétendu vouloir interdire aux autres de parler. Peut-être parce qu'ils en avaient les moyens, mais c'est un constat qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que le débat n'a pas été éteint par les alternatifs. Il était éteint par les autres qui prétendaient avoir le monopole de la vérité. Moi, ça ne me choque pas qu'on se trompe, ça me choque qu'on dise « vous n'avez pas le droit d'avoir un discours alternatif ». Et notamment quand on le dit à des gens quand même du calibre de Raoult ou Perron, même si je partage votre avis, Raoult n'est pas toujours très agréable, mais ce n'est pas une raison pour lui couper le sifflet. Par ailleurs, tout à fait d'accord. Mais il a discrédité aussi des paroles en disant « vous n'avez pas le droit de parler parce que moi j'ai fait des études et pas vous ». Oui, c'est vrai, c'est un mandarin, lui aussi dans son style, mais c'est très bien qu'il y ait des débats de mandarins. Et ça nous aurait beaucoup aidé. Oui. Alors, il faut rappeler quand même cette histoire de ce vaccin a été mis en circulation avec une autorisation due au fait que parce que quand même il était mis en circulation avec une exemption des règles habituelles de mise sur le marché d'un médicament. Et cette possibilité n'a été offerte que parce qu'il était établi, soi-disant, qu'il n'y avait aucun autre remède contre la maladie. Et je pense que Raoult a été, c'est mon analyse, broyé parce qu'il arrivait un peu naïvement, et même s'il s'était trompé, c'est en disant « moi j'ai un autre, moi j'ai autre chose qui fonctionne, etc. » Il remettait en cause l'ouverture d'un marché absolument mondial et gigantesque, parce que dès lors qu'il y avait une autre façon de soigner cette maladie, il n'était plus possible de s'exempter des règles de mise sur le marché du vaccin. Et donc, évidemment, il y a des intérêts absolument gigantesques qui se sont mis en branle pour le broyer. Pour rappel, quand même, l'interdiction du traitement par l'hydroxychloroquine par M. Véran. Il le tient encore bien, hein. Puis, une étude complètement bidon, portée par une ancienne actrice porno, alors certes dans une revue prestigieuse, mais alors si ça, c'est pas une manip complètement effroyable, et démontrant la soi-disant nocivité. Dangerosité de l'hydroxychloroquine en ne suivant pas le protocole qui était établi par Raoult. Tout ça sont des faits extrêmement troublants, et j'en reviens quand même à l'aspect financier de la chose, effectivement, parce qu'on est quand même dans une civilisation et dans une culture administrative et financière qui plaçait au cœur quand même de tout le marché public la transparence, et on se retrouve quand même avec des commandes extrêmement importante, délirante de vaccins par millions, tant et si bien qu'il nous en reste plein sur les bras, même s'il y a des gogos qui se font encore vacciner pour un truc qui n'existe plus, et alors que le virus a muté. On en envoie en Afrique. On en envoie, je ne sais pas ce qu'on peut faire, en fait, comme celui du H1N1 d'ailleurs, et dont les contrats restent secrets, ont été passés au stabilo noir de façon à ce qu'on ne puisse pas voir les clauses. Ce sont quand même des façons de faire. C'est le nombre de règles. On explique que les complotistes... 10 secondes, Xavier. Ensuite, on donne la parole à notre ami. Sont des fous, alors que souvent, ce sont des gens qui simplement auraient voulu qu'on conserve les anciennes règles. Les anciennes règles qui sont ne pas nuire, le serment d'Hippocrate, la transparence dans les commandes publiques, et des choses comme ça. Allez, Charles-Henri, Blaisy-Mardet, il ne se taira jamais. La grande leçon, moi, dans le fond, c'est que le
proverbe est toujours vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que je me souviens qu'au nom d'un certain hygiénisme, et évidemment au nom du bien, il y a quand même des cinglés de journalistes qui ont dit ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on devrait aller les chercher chez eux avec 2 gendarmes et les vacciner et les piquer de force. Je me souviens notamment d'un journaliste sur BFM qui a dit ça. Un petit gros chauve, là, je ne sais plus son nom, mais alors, il faudrait que je retrouve. Et il l'a dit, mais très sérieusement. Économique. Très sérieusement. Il y a eu aussi un mec du Point, là, toujours avec l'écharpe rouge, là. Surtout, il y a eu des hommes politiques, il y a eu des chefs de parti qui l'ont dit. Parce qu'un journaliste dise n'importe quoi, on est tous autour de la table, on a l'habitude. Mais là, qu'un homme politique, avec son autorité... Voilà, j'ai plus d'estime parfois pour certains journalistes. Mais enfin bref, tout ça pour dire que la liberté est fragile quand on voit ce qu'on est capable de dire et faire au nom du bien. Richard de Sèze et après Arthur de Vatrigan. Alors, je vais en profiter pour lire quelques messages d'auditeurs. Je suis sidéré par le côté bobo de l'équipe. Alors, je tiens à désolidariser d'une partie de ces propos. On se croirait sur BFM, signé un auditeur de 70 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Oui, parce qu'au lieu de nous donner les messages de satisfaction, il faudrait plutôt devenir le bureau des réclamations. N'hésitez pas, chers auditeurs, venez nous en parler. Je me suis trouvé sans médecin traitant. Il a refusé de me soigner parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner contre le Covid. J'ai écrit à l'ordre des médecins. Ils ne m'ont pas répondu. Eux m'ont répondu qu'en effet, un médecin a le droit de ne pas vous soigner si vous ne suivez pas ses prescriptions. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont obéi aux ordres. À part ça, il n'y a pas de complot. Chers amis, certaines déclarations au cours de l'émission seraient plus crédibles si certains intervenants avaient lu les ouvrages de Laurent Toubiana et surtout Pierre Chaillot et d'autres. Sidérant d'entendre parler comme cela du professeur Raoult. Ça dépend qui, là. Oui, exactement. On est quand même tous différents autour de la table. Et je me souviens de la manière dont l'Incorrect avait traité le Covid. Et avec, à l'époque, Jacques de Guibon dirigeait le journal. Et je me souviens de la manière dont Politique Magazine avait traité la même chose. On était sur des lignes totalement opposées. Sans parler de Radio Courtoisie. Oui, voilà. Et sans parler de Radio Courtoisie qui, comme d'habitude, accueillait toutes les opinions. En fait, il y a là-dedans quand même... J'ai eu peur. Accueillir toute la droite, toutes les droites, tous les talents. Voilà, non. Je ne vais pas mordre la main qui me nourrit, président. En plus, à l'époque, j'étais déjà sur Radio Courtoisie pour raconter n'importe quoi. Bobo, ça, j'aimerais bien m'expliquer avec cette personne. Il faut quand même revenir sur le fait qu'il y a eu des mensonges publics auxquels ni Agnès Buzyn ni Olivier Véran n'ont voulu répondre. Il faut quand même dire qu'il y a une commission d'enquête étatique qui, en décembre 2024, a expliqué qu'il n'y avait rien à juger. Donc il faut quand même redire effectivement que l'État a été coupable et a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'examen de la manière dont l'État avait conduit la chose. On est avec des contrats opaques, avec des décisions opaques, avec des statistiques truquées, et voilà, à l'arrivée, on ne peut ne pas en vouloir aux Français qui avaient peur, parce qu'on les a rendus fous de peur et fous tout court, et qui après ont voulu s'accrocher. Et qu'on a muselé les autres. Ouais, voilà, et qui ont voulu à toute force s'accrocher à la légitimité de leur délire. Voilà. Et effectivement, on a voulu museler les autres. On a eu droit à un moment donné à un ministère de la vérité mis sur pied par l'un des gouvernements de Macron, qui a expliqué que le gouvernement allait certifier les bons articles et dénoncer les mauvais, avec un conseil de l'ordre des journalistes qu'on inventait au passage, qui était censé nous dire quelle était la bonne vérité officielle par rapport à la mauvaise vérité. Et là, miraculeusement, même les journaux les plus vendus au pouvoir ont expliqué que c'était quand même un peu trop gros et qu'on n'allait pas accepter. Mais ça a duré 4 semaines, cette sottise. Emmanuel Le Chypre. C'est Emmanuel Le Chypre. Alors c'est quoi ça qui a voulu piquer les journalistes obèses qui voulait nous piquer de force. D'accord. Voilà. C'est son vrai nom? Oui, je pense. Journaliste économique. Le Chypre, pas le Chypre. Le Chypre. Enfin. Mais moi, juste de je retiens un truc de toute cette période étrange, c'est qu'elle aura dû tous, et au premier lieu évidemment nos responsables, parce que c'est eux qui sont coupables, parce qu'ils étaient en responsabilité, qu'ils le sont encore, nous rendre humbles. Et j'ai l'impression que depuis, ça s'est encore empiré, c'est-à-dire que le doute est devenu encore plus un ennemi, mais pour tous les camps. Hein. Oui, mais aussi l'argument d'autorité. La certitude d'une arme, quoi. Absolument. Et c'est assez angoissant. Et je rajoute une chose, c'est ils ont décidé de mettre la France sous cloche pour sauver 3 vieux, 2 obèses et 3 grabataires.
Et c'est l'honneur de la politique de protéger le plus faible, mais ce sont les mêmes qui veulent faire passer une loi pour les piquer. Oui. Voilà, juste qu'on m'explique une cohérence là-dedans. Alors, ce qui est terrible dans les leçons, effectivement, de cette affaire de fou, c'est que d'un seul coup, le discours officiel étant tellement démonétisé, tellement relativisé, que ensuite chacun s'est cru être soi-même sa propre autorité. Moins le savoir, évidemment. Xavier Van Lierde. Ensuite, on va lire encore quelques messages d'auditeurs qui nous traitent de bobos. Non, pas du tout. Non, ah bon. Non, mais il faut se faire plaisir, c'est le moment. Non, mais dans les enseignements, parce qu'on disait quels enseignements peut-on en tirer ? Un des enseignements qu'on peut en tirer, c'est que le pouvoir adore gouverner par la peur. Il a adoré ce moment. C'était visible. D'une part, il se sentait important. Donc, Emmanuel Macron, même pas que le pouvoir. Hein. Je pense que lui-même s'est littéralement enivré de l'influence qu'il pouvait exercer. Nous sommes en guerre. Alors, c'est tout à fait vrai. Il a une sorte de psychologie qui probablement le pousse à cela. Mais au-delà de lui, parce qu'on ne va pas focaliser que sur Macron. Macron disparaîtrait. À l'évidence, nous sommes face à un système et un pouvoir qui aiment gouverner par la peur. Qui aiment gouverner par la peur, agiter des peurs qui sont autant de diversions. Parce qu'après tout, s'emparer de la peur pour traiter de vrais problèmes, ce ne serait pas si grave. Mais je pense que dans le Covid, il y a eu un moment de suspension du réel et des dossiers politiques habituels qui leur a beaucoup plu. Parce qu'en réalité, d'ores et déjà, on pouvait... il n'était plus emmerdé, pour dire les choses de manière très... Macronienne. Oui, non, mais je voudrais terminer mon raisonnement. Nous étions dans un moment où on commençait à voir les limites absolument... Enfin, à pouvoir dresser un bilan absolument calamiteux de 30 ans de gestion de cette classe politique et de sa fausse alternance. Et là arrive un élément nouveau dont ils se sont saisis pour faire diversion, dire ne parlons plus de ça, ne parlons plus des déficits. Oui, c'est ça, oui. Ils étaient tranquilles. Ne parlons plus de l'ensemble des faillites. C'est-à-dire que le Covid, c'était un peu cet élément extérieur qui permettait de faire croire que le pouvoir contrôlait encore le destin de la nation. Non, mais oui, d'une part, mais aussi que le système n'était pas victime de ses vices constitutifs, mais d'un choc extérieur. C'est-à-dire que tout s'effondre sur nos yeux, et on dit tout se serait bien passé s'il n'y avait pas eu le Covid. On le voit bien, par exemple, sur le déficit. On dit ah, mais le déficit creusé par Macron, mais c'est le Covid. Ce n'est pas vrai, bien entendu. On a un État qui est stato-consumériste, qui ne fonctionne qu'à la dette, qui ne fonctionne qu'à l'endettement, mais on peut mettre ça sur le dos du Covid. Et pourquoi j'en viens à cela? C'est-à-dire le gouvernement par la peur et la façon d'utiliser des éléments extérieurs. Bien évidemment, ils refont le coup avec les tensions avec la Russie, avec la guerre d'Ukraine, qui va justifier à nouveau de se placer en dehors des vrais débats et des vraies questions politiques. Et on le voit avec exactement les mêmes solutions. C'est-à-dire le Covid permet l'endettement et donc la sortie du réel, de la vie réelle, parce que quand on s'endette et qu'on fait fonctionner le système à coup d'endettement, eh bien on se sort du réel, en fait, du réel économique. Et l'Ukraine utilisait la même façon. On a compris. Quand on prévoit à nouveau 800 milliards d'endettement sous prétexte d'Ukraine, c'est une autre façon de se sortir du réel. On va lire encore quelques messages et ensuite on va passer à un autre sujet parce que malheureusement l'émission avance et le temps va finir par nous manquer. L'Ukraine et la continuation du virus par d'autres moyens. Tiens. Voilà. Bonsoir c'est la à famille tous. de Xavier Van Lierde qui a écrit. Quelle époque absurde avons-nous vécu? Et pourtant, non, ça a été dit il y a longtemps ça. Et pourtant, ça me paraît des siècles en arrière, comme quoi on a l'art de refouler les souvenirs pénibles pour survivre sans doute. Je ne comprends pas les attaques d'Arthur de Vatrican contre le professeur Raoult. C'est le seul médecin qui a eu une attitude digne face à la corruption généralisée de ses confrères et des politiciens. Il a une paille dans l'œil, certes, mais à comparer avec la poutre dans l'œil de 90% des médecins. Monsieur Raoult était arrogant parce qu'il se croyait protégé. Et enfin, là, le vrai message, si les gens se sont trompés, il faut comprendre que le sujet était pipé car le virus était artificialisé avec un gain de fonction qui est une nouveauté en virologie et relève du domaine militaire. Le prétendu vaccin était aussi sans précédent. Le seul vaccin à ARN messager avait été autorisé en 2018 au seul Canada contre la grippe porcine. Les injectés sont donc des cobayes. Même le grand pontife du traitement immunitaire a dit d'énormes bêtises devant les journaleux, prétendant que les cellules immunitaires allaient synthétiser l'antigène, ce qui laisse pantois. Bon, et ben voilà, on n'y connaît rien, on ne peut pas dire. Ouais, nous voici pantois. Allez, on va essayer de passer la suite. Il nous reste deux sujets. L'Institut Iliade et son colloque. D'abord, donc le 5
avril, à la Maison de la Chimie, à Paris. Le combienième colloque? Alors c'est le 12e colloque. 12e, le temps passe, c'est terrible. Alors, avec un thème cette année, donc on change chaque année, on essaye d'aborder... Un bilan peut-être d'abord, non? Parce que le 12e, c'est pas rien. Le bilan, c'est qu'on s'agrandit chaque année à la Maison de la Chimie, parce qu'on accueille de plus en plus de monde. On est un petit peu au-dessus de la mêlée en accueillant vraiment toutes les tribus, un peu comme Radio Courtoisie. Donc c'est vraiment un moment très communautaire, de rencontres, de débats, de fraternisation. Nous en sommes partenaires d'ailleurs. Oui, il y a... notre chère Liselotte Dutreuil qui présentera avec moi. Il y a d'ailleurs d'autres animateurs. Il y a Xavier Von Liert qui sera là, qui anime une table ronde sur le revenu universel. Jean-Yves Le Gallou, Victor Robert, des intervenants réguliers de Radio Courtoisie seront sur scène. Moi, je viendrai boire un coup. Voilà. Et donc, de toute façon, c'est le secret de ces colloques. Voilà. Il y a une grande salle avec des conférences, des tables rondes, une buvette qui marche très bien, qui permet à tout le monde de se rencontrer. On a un certain nombre de particularités. On met toujours l'esthétique et la création artistique en avant. On propose notamment pour le thème annuel, là cette année c'est le travail et la création artistique, aux artistes de nous livrer leurs propositions, et on le met un peu au même niveau qu'un discours ou qu'un livre. On sortira notre cahier de type académique qui est le cahier du pôle études sur le travail. Donc là, on est vraiment dans un travail de type académique. Et puis voilà, donc il y a un joyeux maelstrom avec un thème qui est penser le travail de demain, identité, communauté, puissance, qui nous semble tout à fait fondamental d'aborder. Il y a des révolutions sociologiques, anthropologiques, technologiques. Donc nous sommes dans une société de services, nous sommes dans un monde où il y a un primat de l'économie qui a servi le politique, qui a servi tout ce qui est spirituel. C'est dans ce contexte-là que les Européens, les Occidentaux s'ébrouent mollement avec des emplois, des métiers qui d'ailleurs n'en sont plus vraiment, qui ont de moins en moins de sens, soit pour eux, soit pour ce que ça peut apporter à leur patrie, à leur nation, à leur civilisation. Et donc on va essayer de s'interroger sur la place justement entre travail et aussi travail non rémunéré, pourquoi pas, voire même du loisir. Ça, c'est une intervention de Michel Maffezoli sur Otium et Négocium. C'est vrai que dans le temps, dans la société traditionnelle, on pouvait être en haut de la hiérarchie et justement, on se débrouillait pour pas travailler, avoir ce travail de forçat. Aujourd'hui, on se réalise... Alors, vous savez que même dans les sociétés justement traditionnelles, il y avait une centaine de jours chômés. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc, très bon exemple. On peut finalement faire un espèce de bilan. Et si on veut se projeter dans la France et dans l'Europe de 2050, quels seront réellement les métiers d'avenir? Qu'est-ce qui donnera du sens? Quelles sont les branches à investir? Donc, il y a une vraie discussion, même sur le sujet de Xavier Von Liert, qui est en la préparant sur le revenu universel. On s'est rendu compte que c'était un vrai sujet. Donc le revenu universel, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait des inactifs en partie, voire même d'actifs qui deviendraient des inactifs du fait du revenu universel. On s'est rendu compte en préparant que... Les Romains se sont posé la question. Tout à fait, qu'aujourd'hui chez les libéraux comme chez les anti-libéraux, il y a des pour et il y a des contre, pour des différentes raisons, qu'il y a une vraie question qui est posée sur la table. Et de manière générale, l'Institut Iliade essaye de prendre les sujets un par un de façon clinique. Est-ce que le revenu universel, est-ce que l'intelligence artificielle, que sais-je, peuvent servir notre peuple, notre civilisation, notre puissance? On les repousse pas comme ça de fait. On se pose réellement la question. Voilà, donc des débats tout au long de la journée et une buvette. Bon, ça c'est extrêmement important. Alors moi, si quelqu'un veut faire un mot d'ailleurs, dire un mot sur la réussite des colloques de l'Institut Iliade, moi-même je trouve ça formidable et j'incite vraiment les auditeurs à s'y retrouver parce que on n'est pas obligé justement d'assister à une série de conférences qui peuvent devenir un peu laborieuses au bout de 2 ou 3 heures de niveau de conversation un peu élevé. On peut en profiter pour aller acheter un bouquin, se le faire dédicacer, boire un coup, retrouver les copains. Ça sert aussi à ça et c'est une après-midi entière, enfin une journée entière d'amitié et effectivement d'intelligence, d'élévation. Alors Xavier, vous intervenez ? Entièrement d'accord avec vous. Pour moi, les colloques de l'Institut Iliade, c'était vraiment une découverte parce que pour ceux qui ont notre âge, c'est une sorte de mix entre la fête du livre de Radio Courtoisie d'antan et la fête des Bleus, Blancs, Rouges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la famille nationale qui peut se retrouver à la fois pour étancher sa soif et sa soif de connaissances et retrouver voilà.
C'est vraiment un vrai moment, j'allais dire, d'amitié française pour prendre une autre référence. Absolument. Dans les spécificités aussi, notre objet, c'est la civilisation européenne que nous défendons, que nous chérissons. Et donc, il y a beaucoup d'intervenants européens, italiens, Stefano Vage, Carlo Mano Adinolfi, il y a Benedikt Kaiser de Young Europa Verlag, donc un Allemand, Sofia Ratsch du Danube Institute, il y a Thierry Baudet, le Néerlandais, qui avait failli être Premier ministre, qui participe justement à la table ronde sur le revenu universel. Donc c'est vraiment aussi une particularité. Il y a vraiment un joyeux maelstrom de plein d'Européens qui peuvent discuter. Et l'Institut Iliade est assez connu justement pour ça dans les autres pays, des fois plus qu'en France, parce qu'ils savent qu'on a réussi à créer ce grand rendez-vous, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans leurs pays respectifs. D'accord. Alors, comment font les auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient se rendre à ce colloque ? Alors, l'idéal, puisque les 2 dernières années, on a fait ça à porte close, donc quasiment 1500 personnes, c'est d'acheter en pré-vente le billet pour être sûr de l'avoir sur institut-iliade.com. Ça coûte combien ? Alors, c'est, je crois, 10 € pour les moins de 23 ans, 20 € le prix normal, et puis 15 € pour les adhérents de l'Institut Iliade. Entendu. Eh bien, merci beaucoup, Romain Petitjean, donc directeur de l'Institut Iliade. On passe, pour les minutes qui nous restent, à un sujet peut-être un peu léger, et on reviendra sur des sujets graves la semaine suivante. La facilitation donc, de l'ouverture de nouveaux bistrots. Voilà de quoi étancher notre soif, puisqu'on vient d'en parler. Vous vouliez absolument boire un pot. On va peut-être y passer. Enfin. Le bistrot, donc lieu de convivialité, qui est parfois le dernier commerce aussi dans un village, parce que le bistrot aujourd'hui ne sert plus qu'à aller boire des coups. Ça sert aussi éventuellement à acheter la baguette, ça sert de dépôt de pain, ça sert de relais colis. Enfin bref, il y a toute une vie qui se développe maintenant autour du bistrot. Et pour faciliter leur retour donc, dans les communes rurales, les députés ont adopté donc, le 10 mars une proposition de loi qui vise à assouplir l'accès aux licences 4. Les licences 4 étant donc ce qui permet de vendre des alcools forts et du vin. À moins que le vin ne soit pas compris dans la licence 4. Si, je crois que bien sûr. C'est la licence 3, on a droit à la bière, mais Et alors voilà, je me dis que ça peut être fort sympathique. Simultanément, on voit aussi qu'on assouplit la législation pour les infirmiers qui vont pouvoir commencer à prodiguer plus de soins, à délivrer des diagnostics, des ordonnances. On a l'impression donc que l'État commence à se soucier un peu de la vie des descendants, comme disait François Hollande, et puis des Français simplement les plus isolés en milieu rural. J'ai fait des petites recherches. Vous savez qu'en 1900, il y avait recensé 500 000 bistrots, à quelques unités près, pour 40 millions d'habitants. Ce qui faisait un bistrot pour 80 habitants, c'est quand même pas mal. Raisonnable. En 1960, donc 60 ans plus tard, il n'y avait plus que 200 000 bistrots pour 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, mes chiffres datent de 2016, mais je les ai comparés avec d'autres chiffres plus récents. Il y en aurait 38 000 pour une population de à peu près 65 à 67 millions d'habitants, ce qui fait plus que un bistrot pour 1710 habitants. Au lieu d'un bistrot pour 80. Voilà, donc c'est sûr que... Et c'est pas réparti de façon homogène. Voilà, donc c'est le moment d'acheter un bistrot, en fait. Voilà. Le problème, c'est que y a 2 phénomènes qui ont diminué. C'est bien sûr le manque de rentabilité, les pauvres artisans commerçants, quand il n'y a plus de clients, avec la désertification des campagnes, avec l'exode rural. Voilà, autrefois, dans tous les bons villages, il y avait au moins 2 bistrots. Il y avait un à côté de l'église et l'autre à côté de la mairie. Et puis bon, ce sont les affinités politiques, amicales. Voilà. Il y avait le café des sports en général. Le Balto. Le Balto. Alors tiens, le Balto, c'est intéressant. Pourquoi il y a autant de bistrots qui s'appellent le Balto ? Ah tiens, ça c'est une vraie question. Mais c'est parce que la marque Balto sponsorisait l'ouverture des bistrots. C'est une marque de cigarettes qui, fonctionnait effectivement en subventionnant les cafetiers, les bistrotiers qui pouvaient vendre leurs cigarettes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de baltos. Et encore aujourd'hui, dans tous les bourgs, il y a un balto. Mais il n'y a pas de Ricard ? Pourquoi pas ? Ah oui, parce que c'est un nom... non, mais en fait, si la marque Ricard avait voulu faire la même chose... Mais la marque Ricard, elle a décidé de sponsoriser de mécéner tout ce qui est verre, les petits cendriers. Vous avez tous des cendriers Ricard. D'un coup. Voilà.
Et alors, deuxième phénomène, c'est les campagnes, évidemment, anti-alcooliques. Oui. Alors que le vin réjouit le cœur de l'homme, le bon vin. Et puis finalement, c'est pas... c'est vrai que jusque dans les années 60, l'eau était pas très pure. On préférait boire du vin parce qu'il y avait moins de microbes dans le vin que dans l'eau. Enfin, il faut le savoir. Pourquoi nos ancêtres n'étaient pas plus sous ou soifards que nous. Simplement, ils buvaient du vin parce qu'ils avaient plus de... Et il était beaucoup plus léger aussi. Il était plus léger, un peu coupé parfois. Et donc, ils avaient moins de risques d'être malades. Voilà. Donc, ces phénomènes-là conjugués font que, c'était la... Bon. Alors, si c'est une bonne nouvelle, mais moi je crains que ce soit un cache-misère, parce qu'effectivement, avec la fermeture des services publics, maintenant les bistrots font à peu près tout. On peut même payer ses impôts au bistrot, on peut payer ses amendes, ça fait dépôt, relais, etc. Mais ils sont plus compétents pour vous indiquer quel est le bon alcool à prendre. Enfin, bon, c'est... Bon, moi, je fais pas de procès d'intention. J'espère que ça sera suivi des faits. On verra bien. Je doute un peu que dans les villages, on ressuscite les petits bistrots de village, mais pourquoi pas, tant mieux. Ce serait souhaitable. Mais moi, je le souhaite. Je suis le premier à le souhaiter. A priori, là, c'est un peu l'esprit. Romain Pigeon. Je pense qu'il faut voir évidemment ça d'un bon œil. En fait, tout ce qui permet de revitaliser des corps intermédiaires qui ont disparu les uns après les autres et aujourd'hui on se retrouve avec des citoyens français qui sont isolés, qui sont nus et qui se retrouvent justement face à un État tout-puissant et malveillant et on lui demande vaguement de s'exprimer une fois tous les 5 ans sans qu'il puisse vraiment aller au bout de sa décision. Donc tout ce qui permet l'agora, le forum, la discussion est évidemment bienvenu et un bistrot, c'est comme un syndicat, c'est comme une église, c'est des corps intermédiaires qu'il faut absolument avoir pour la vitalité du pays. Il y a une forme, en plus des lois contre le vin, il y a aussi une forme d'anarcho-tyrannie culturelle qui s'est mise en place ces derniers temps, puisqu'on a interdit aux Français de fumer la gitane dans les bistrots. Par contre, les bars à chicha, eux, sont autorisés. Et il y a toute une sociabilité, il y a toute une communautarisation qui se font dans les bars à chicha et qui, curieusement, eux, ne sont pas interdits. C'est absolument scandaleux. Oui, c'est vrai. D'autant que, il y a beaucoup de commerces, en tout cas, comme les barbiers, les bars à chicha, etc. Pas tous, évidemment, mais beaucoup, qui servent également de point de blanchiment de l'argent de la drogue. En fait, on y paye souvent en liquide. En parlant de blanchiment et de corruption, cette proposition de loi arrive en même temps que la période d'influence et de lobbying de Thierry Marx pour les cafetiers, pour les restaurants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le mois dernier. Il y a eu énormément. Bastier avait fait un très bon article dans le Figaro. Pour, en gros, sauver un tiers de restaurants qui ouvrent des boîtes de conserve servies par des clandos et des clandestins, excusez-moi. Et Thierry Marx a mis toute son énergie auprès du gouvernement pour sauver ces restaurants. Donc je pense qu'il faut fermer le tiers de ces restaurants qui vendent et qui servent des boîtes de conserve servies par des clandestins. Il faut les fermer et mettre l'argent dans des bistrots qui sont des lieux de sociabilité dans nos campagnes françaises. Arthur de Vatrigan. S'il y a une fermeture des bistrots et plus de sociabilité, c'est pas qu'une question de désertification, c'est aussi à cause des grandes surfaces. Si vous voulez augmenter... Moi, je suis ravi qu'on réouvre les bistrots et que ça se réouvre de partout. Je serais en parallèle, on surtaxe, voire on interdise les grandes surfaces qui non seulement sont hideuses, mais en plus concentrent toute la vie sociale dans un endroit où on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de rester, on n'a pas envie de consommer. Donc réouvrir les bistrots, très bien, mais fermer les grandes surfaces, comme ça on va réouvrir il y a eu quelqu'un à Radio Courtoisie qui voulait raser la Tour Eiffel, ça me fait penser un peu à ce que vous dites. Alors la Tour Eiffel, ça me dérange pas non plus. On fait la Tour Montparnasse en même temps, la Tour Eiffel. Je vais vous présenter. Pompidou, mais des grandes surfaces. Vous les moi, dans mon petit village de Périgord, il y avait la pharmacie qui était la grande pharmacie, et le bistrot qui sont au centre. C'est un village de 5000 habitants, donc c'est pas le petit bled non plus. La pharmacie a fermé parce que la mairie voulait pas baisser ses loyers. Résultat, elle est partie chez Leclerc ou Auchan ou je ne sais pas, qui est à 700 ou 800 mètres plus loin, complètement à l'extérieur. Et là, vous avez le barbier, le coiffeur, le boucher. Mais sauf que on ne vit pas là-bas. On ne discute pas là-bas. On fait de la queue sur les caisses automatiques. Richard de 16. Je suis tout à fait heureux que les épiceries buvettes, car c'est ça le modèle à mon avis à ressusciter, puissent réexister. Je vois surtout que l'État comprend qu'il doit reculer.
Et que les règles qu'il met en permanence, en fait, anesthésient la population, la calcifient, voire l'euthanasie, et que là, il se dit, il faut reculer, que l'ordre des médecins se dit, c'est pas grave, au bout du compte, entre le fait d'avoir une patientèle et d'avoir des médecins fonctionnalisés et des gens qui meurent, peut-être serait-il utile que les infirmiers soient capables de pratiquer un certain nombre d'actes médicaux, puisque nous ne sommes pas capables, avec l'intelligence qu'on a eue pour exiger que les médecins s'installent et qu'il n'y ait pas de médecins forains, voilà. Donc peu à peu, l'ordre bourgeois recule et ça me paraît une très bonne chose. Je voudrais juste citer une chose, un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit « Arrêtez d'insinuer que Macron a de l'intelligence. Je vous rappelle que la diffusion de fausses nouvelles est punie par la loi. » Bravo. Et arrêtez d'emmerder les Français. Juste une remarque sur les infirmiers et les actes. 20 secondes. Ce sont les médecins qui ont fait blocage et refusé que les infirmiers donnent les actes. Absolument. Ah oui. Oui. Leur précaré, comme le numéro clausus, par exemple. Xavier Van Lierde, en 30 secondes, 1 minute à peu près. Non, mais même pas. C'est les bistrots comme la possibilité pour les infirmiers de prendre en charge leur patientèle et aussi des médecins. Effectivement, comme le disait Richard, il faut que la vie se réorganise en marge des grandes structures technocratiques, managériales, étatiques, et que de façon horizontale, nous nous réorganisions de façon à trouver des espaces de liberté, de discussion, mais aussi de pouvoir. C'était le thème du colloque d'Academia Christiana ce week-end, le bien commun et retrouver des lieux de pouvoir qui nous soient propres en marge de ces organisations complètement desséchantes, et le bistrot en fait évidemment partie. Santé. Allez, sur ces mots, je vous souhaite déjà merci à tous, merci Richard de Sèze, Charles-Henri Deloy, Arthur de Vatrigan, Xavier Van Lierde, Romain Petitjean, et merci à Virginie qui nous a supportés durant toute cette heure et demie. Merci chers auditeurs et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.